Dans cette capsule et les suivantes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au travers les quelques éléments les plus utilisés en mécanique des solides. Donc, nos objectifs, ça va être de passer à travers les éléments les plus utilisés en analyse des structures, lister leurs hypothèses et donner quelques indications par rapport au développement théorique qui est utilisé pour obtenir leur formulation, et ce, afin de faire de vous des utilisateurs plus responsables de ces types d'éléments-là. On va ne considérer que les éléments pour l'analyse structurale. On ne parlera pas de changement de température et de dilatation thermique. On va ne considérer que les comportements linéaires, donc petites déformations, mais aussi petits déplacements. Donc les linéarités, des matériaux linéaires, mais aussi des petits déplacements, c'est-à-dire qu'on va négliger les non-linéarités géométriques. Et puis, on va se concentrer uniquement sur les matériaux isotropes. C'est bien évidemment qu'en génie mécanique, il y a beaucoup de matériaux anisotropes et orthotropes. On a déjà pensé aux composites qui sont très communs. Mais donc, dans le but d'alléger la présentation, on va ne considérer que les matériaux isotropes ici. Donc, premier élément, on commence à en avoir parlé pas mal, l'élément barreau. C'est un élément linéaire défini par son axe neutre, ne reprend que les efforts axiaux. Les contraintes sont constantes sur toute sa longueur. Notre élément de poutre qu'on va voir dans la suite dégénère à un élément barreau lorsqu'on le monte, par exemple, sur rotule-rotule. Ensuite, notre élément barreau, ce qui est important, c'est que ça donne rien de venir raffiner le maillage parce que la contrainte est constante partout dans le barreau. Le code de calcul n'a besoin que de deux informations en plus du maillage, c'est-à-dire l'aire de la section puis le module Young. Et puis, il y a une utilisation qui peut être intéressante de l'élément barreau. Dans des cas plus complexes, ça va être de s'en servir un peu comme des jauges de déformation numérique. C'est-à-dire que si on les définit avec une rigidité relativement faible, ils n'auront pas d'effet sur la géométrie de notre structure, mais ça va nous donner une indication rapide de la déformation qu'on observe à un certain endroit. Donc, on ne repassera pas sur la matrice de rigidité de notre élément barreau. On a vu ça notamment dans la dernière capsule. Prochain élément, encore une fois en 1D, c'est l'élément de poutre. L'élément de poutre, c'est un élément qui est dit élancé, c'est-à-dire que sa longueur est beaucoup plus grande que ses deux autres dimensions. Donc, c'est un élément linéique. Souvent, on s'en sert avec une section constante. Cependant, la plupart des codes vous permettent de définir une section variable, typiquement qui va être interpolée d'un nœud à l'autre avec les mêmes fonctions d'interpolation qu'on utilise pour définir notre élément. La poutre reprend toutes les forces ainsi que tous les moments. On en a parlé pas mal, puis on va le voir dans quelques transparents. La poutre, l'élément de poutre active tous les degrés de liberté, c'est-à-dire les 3 translations et les 3 rotations. Donc, l'élément de poutre permet de reprendre les 3 composantes de force et les 3 composantes de moment. La section de la poutre n'est pas décrite géométriquement dans le code. Donc, ça, ce point-là est très important. On ne transfère pas au code toute l'information par rapport à la section de la poutre. On va ne lui donner que des paramètres, que ce soit le second moment de section, le second moment polaire, etc. Donc, la forme exacte de la section de la poutre n'est pas inscrite dans la matrice de rigidité de la poutre. Et ça fait aussi en sorte qu'il faut bien définir les axes locaux de la section. Donc, on s'en souvient dans Nastran, il faut définir le vecteur V pour venir orienter la poutre dans l'espace. En termes de matériaux, notre élément de poutre ne requiert que le module Young et soit le module de cisaillement ou le coefficient de Poisson. Donc, ça prend 2 de ces 3 quantités-là pour évaluer les contraintes et donc la rigidité de la poutre. Et puis, les fonctions de forme de la poutre, on en a déjà pas mal discuté. On n'a pas besoin de venir les répéter ici. Donc, la matrice de rigidité de la poutre qu'on avait obtenue en 2D, on peut généraliser ça en 3D.
Et puis, si vous allez voir dans vos notes de cours, vous pouvez retrouver cette matrice de rigidité-là, qui est celle d'un élément de poutre en 3D. Donc, qui vient bien activer les 6 degrés de liberté à chaque nœud, donc les 3 translations et puis les 3 rotations pour le premier nœud et puis pour le deuxième nœud, avec les 3 composantes de force puis les 3 composantes de moment. Et on arrive à faire le lien entre ces degrés de liberté-là et puis les efforts par une matrice de rigidité qui est symétrique. Donc ici, on n'a pas reproduit la partie supérieure de la matrice parce que c'est tout simplement symétrique, c'est la même partie qu'en dessous. Et donc, ce qu'on voit, c'est que notre matrice de rigidité ne fait apparaître que des paramètres géométriques comme les seconds moments de section, les seconds moments polaires, la longueur de l'élément. Et donc, il n'y a pas l'information par rapport à la géométrie de la poutre qui apparaît directement dans cette matrice-là. Donc, si vous voulez coder votre propre élément fini de poutre dans MATLAB ou dans Python, mais c'est carrément cette matrice de rigidité-là qu'il faut que vous veniez taper dans votre code pour avoir votre élément de poutre. Donc, on voit bien quelle information apparaît dans cette matrice-là, ni plus ni moins que ce qui est à l'écran en ce moment.